Cela plus de la crypto-monnaie avec bien sûr le Bitcoin en zone franc. Pourquoi la Centrafrique est-elle sur la bonne voie? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et vous nous direz pourquoi. Vous le savez, nos émissions sont interactives et donc vous pouvez nous appeler à tout moment pour donner votre point de vue. Mais pour l'heure, accueillons nos invités. Ils sont deux. On l'a annoncé déjà sur toutes nos bandes. Il s'agit de notre consultant permanent, Jonathan Batengene, qui est sur ce plateau. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamed Ladan. Bonsoir à notre éminent invité, le président d'une grande formation politique et surtout un panafricaniste convaincant. Le plaisir de partager ici. C'était un risque. Il fallait gérer avantageusement ce risque en promouvant, n'est-ce pas, une offre diversifiée des médias panafricanistes. Il faut s'inscrire dans cette dynamique. Je voudrais féliciter le promoteur. Que d'autres chaînes émergent pour, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, les projets, les stratégies de nos ennemis consistant à détruire le panafricanisme par le moyen de la déstabilisation des médias panafricanistes, n'est-ce pas, traquer le panafricanisme à tous les niveaux, n'est-ce pas, d'envergure. Il faut jouer dans cette dynamique. Vous savez, il y a un ambassadeur d'une puissance dans ce pays, le Cameroun. Je ne voudrais plus faire des débats sur que la décision aujourd'hui des autorités centrafricaines de faire passer une loi à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour adopter le Bitcoin, c'est-à-dire la crypto-monnaie, comme monnaie de paiement légale. Est-ce que c'est une décision qui va dans le sens de ce que vous avez pensé? Bien sûr, bien sûr. Il revient aux pays. Les pays africains ont le droit d'explorer toutes les possibilités monétaires, y compris au niveau virtuel, susceptibles, n'est-ce pas, de booster leur capacité à soutenir le développement de leur économie. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le carcan, de ce que vous avez appelé franc CFA, au-delà d'être un carcan monétaire, est même devenu un carcan culturel. C'est-à-dire qu'il a bridé pour avoir anesthésié les capacités de développement des pays de la zone franc par le terrorisme, le nazisme monétaire, qui était le franc CFA dans toute sa construction, mon cher Bachir. Les pays africains ont même perdu des réflexes normaux de dynamique économique, des capacités à anticiper, n'est-ce pas, sur les événements économiques, mais surtout la capacité de suivre le rythme, n'est-ce pas, de l'évolution des besoins nationaux de leur pays, mon cher Bachir, de leur pays. Le blocage monétaire était un anachronisme au regard du dynamisme démographique des pays africains, avec tout ce que cela entraîne en termes de besoins. Et les besoins existants, normalement, sont des opportunités économiques, mon cher Bachir. Qu'une économie libre, n'est-ce pas, de tout carcan et de toute entrave, n'est-ce pas, devrait exploiter, n'est-ce pas, pour assurer une véritable prospérité économique. Le carcan de franc CFA bloquait ça. Pour le cas précis, vous savez, on est dans une période d'incertitude géopolitique, entre guillemets, pour ceux qui sont dans l'attentisme. Pour nous, ce n'est pas le cas. Hein. Nous sommes du côté de la Russie. Nous sommes du côté de la Russie et les événements, plus de jours passent, plus les choses deviennent claires. Il faut rappeler que c'est avant même ces événements récents, puisque nous avons assisté à plusieurs de vos conférences. À l'époque, on parlait de la guerre en Syrie. Vous poursuivez, Président Madakani. C'est une dynamique de changement au niveau mondial. Alors, il est évidemment que la France traîne les pieds. Lorsque la Russie subit des sanctions au niveau international, au niveau des échanges monétaires, mon cher Bachir, il n'est pas exclu que si les pays africains, le pays africain qui continue à passer par les banques françaises, n'est-ce pas, vous ne pouvez plus commencer avec la Russie, par exemple, vous ne pouvez plus, parce que la Russie est sous sanction. Ça peut être un blocage. Ça peut être un blocage objectif. Je vous vois venir. Oui, objectif. Donc, alors, la RCA, n'est-ce pas, qui à cause de ces nouvelles orientations visant à garantir la sécurité de son pays, n'est-ce pas, et à lever le maximum d'investissement, mon cher Bachir, pour financer son développement, pour financer ses programmes. Lorsque vous savez que les pays africains subissent un chantage des guichets internationaux, n'est-ce pas, dès que ces guichets internationaux ont pour principe de s'aligner sur les positions géopolitiques des anciens partenaires. Je vais rester un peu poli pour l'instant. Et des anciens partenaires, il est normal, mon cher Bachir, que la Centrafrique se donne tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour booster ses possibilités monétaires. C'est ça la Bitcoin,
mon cher Bachir. La Bitcoin permet, n'est-ce pas, de contourner certains carcans monétaires, mon cher Bachir, de contourner certaines entraves, n'est-ce pas, d'élever des fonds à tous les niveaux. Accès à des fonds, n'est-ce pas, à des financements, de manière plus, comment dire ça, de manière plus simple, n'est-ce pas, que lorsqu'il faut se soumettre, n'est-ce pas, faire le judoka devant des partenaires qui sont tous sauf des partenaires. C'est une bonne chose. C'est un pas. C'est un grand pas qu'on est en train de franchir. Bachir, c'est une monnaie virtuelle. Est-ce que ce pas ne va pas aussi se heurter à une autre dynamique contre-courant? Laquelle? Je ne sais pas, se dire d'autres voix qui pourraient s'élever pour... Vous parlez de la BEAC? Alors, si vous voulez. Vous parlez de la BEAC? Oui. Oui, nous sommes au courant. Nous sommes au courant que la BEAC menace, n'est-ce pas, de sévir. Menace de sévir parce que la BEAC estime que en s'engageant, en rendant légal le cours du Bitcoin en Centrafrique, la Centrafrique viole ses engagements communautaires. Okay. Parce que la BEAC estime qu'elle jouit du privilège exclusif d'émission. Oui. Et que cela est basé sur un accord qui engage la SCA, parce que la SCA est membre de l'Union monétaire régionale, africaine, d'Afrique centrale. Donc elle est engagée d'office, et la convention, l'UMAC, ça oblige la SCA à veiller à ce que la convention soit appliquée, y compris en SCA. Donc la BEAC se base dessus pour estimer qu'en le faisant, la SCA viole, n'est-ce pas, ses accords communautaires. Oui. Bon, alors, le débat il est bâché. Ça devient un débat politique. Vous comprenez? Parce que, de quoi est-ce qu'il s'agit? On est devant une conventionnalisation d'une situation économique. Une situation économique anormale, il faut le dire. Anormale parce que c'est en 1945 que la convention a été signée, la convention sur le franc CFA. Oui. Elle a connu des réformes successives, mais le fond n'avait pas bougé. Vous comprenez? Or, il est connu, je ne vais pas revenir dessus, que le franc CFA n'a pas concouru à développer les pays africains qui ont cette monnaie en partage. Au contraire, ça a constitué un blocage, n'est-ce pas, des économies africaines, et ça a ouvert la voie, ce que nous avons qualifié, on ne va pas revenir dessus, le nazisme monétaire. Or, quand on parle de nazisme monétaire, les Allemands l'ont expérimenté aux Français, qui l'ont repris, ils nous l'ont imposé. On vide votre sang, c'est-à-dire tout ce que vous faites est vampirisé, pompé pour amener à l'étranger. Alors, la question est celle-ci, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que les conventions communautaires, mon cher Bachir, ont pour but, pour finalité, d'empêcher un pays de se développer, un pays membre? La question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, oui, sur le plan de la lettre de la convention communautaire, la BEAC est dans son rôle, on peut le dire. Oui, elle estime quand même qu'il y a violation. Oui, c'est purement formel. Oui, c'est purement formel. C'est purement formel. Alors, mais est-ce que finalement, c'est pas un piège que d'accepter signer déjà aller jusqu'à ce niveau dans la convention? Est-ce que ce n'était pas une façon préméditée d'empêcher justement les États d'aller vers une... Mais c'est comme la CEDEAO. Oui. Je parle des carcans. Oui. Vous voyez que ces conventions-là, ces communautés régionales, sont des carcans, puisqu'elles ont été élaborées, créées par les ennemis du continent africain. Ce ne sont pas les partenaires, ce sont nos ennemis. On voit bien dans le cas malien quelle est la réalité même de la CEDEAO. Oui. La CEDEAO a montré à l'Afrique que c'est qu'elle n'est réellement pas de commentaires. Mais l'absence, le manque de souplesse, parlons calmement parce que nous sommes sûrs qu'ils vont s'arranger. Nous sommes sûrs qu'ils vont s'arranger. Oui. Le manque de souplesse de ces conventions, le manque d'agilité, l'agilité économique, l'agilité monétaire, qui permet de rebondir, mon cher Bachir, et de transformer les situations, n'est-ce pas, les crises, en opportunités pour développer les pays qui sont membres de ces espaces communautaires, est un fait. Est un fait. C'est-à-dire que est-ce que l'Union monétaire de la CEMAC se réjouit de voir la Centrafrique dans la pauvreté, de voir ce pays bloqué, incapable de financer, n'est-ce pas, ses besoins de développement? Est-ce le projet de la CEMAC? Est-ce le projet de la communauté économique d'Afrique centrale? Non. Un document, une convention, c'est la lettre et l'esprit, mon cher Bachir. Oui. La lettre et l'esprit, on ne peut pas. Je le dis pourquoi? Parce que c'est une loi qui a été votée par le Parlement centrafricain. Oui, à l'unanimité. Ça n'a pas été fait par hasard. J'aime bien préciser. Non, mais c'est clair. Oui. C'est-à-dire que c'est une loi de la Centrafrique. C'est voté par le Parlement centrafricain. C'est-à-dire que par cette démarche, le peuple centrafricain, n'est-ce pas, expose, n'est-ce pas, à la face de la communauté, n'est-ce pas, un problème. Oui.
un problème. Alors, la CEMAC, la RCA est membre de la communauté, c'est un pays souverain qui est membre de la communauté. Donc, il y a des devoirs réciproques, mon cher Bachir. Il y a des devoirs réciproques, il y a un devoir de réciprocité, des deux parts. Est-ce que dans la loi, la loi est claire que ça ne porte pas préjudice, n'est-ce pas, aux engagements de la Centrafrique à l'égard de la communauté monétaire. C'est bien dit dans la loi, pas le problème. Mais la BEAC revendique, met en avant, menace, bombe les muscles en convoquant, n'est-ce pas, le privilège exclusif, n'est-ce pas, des missions monétaires qui est son apanage. Oui. Il y a un problème. Nous pensons que c'est un problème politique qui va être réglé politiquement. Nous pensons que la sous-région CEMAC a suffisamment de sagesse, des capacités de régler ce problème politique. Sauf si ce qu'on soupçonne est vrai, les manœuvres de la France. Très bien. Je reviens à vous. Ils sont ces manœuvres-là. Alors le débat change de ton. En tout cas, on pourra monter d'un ton, si vous le voulez bien. Jonathan Batengemi, la Centrafrique est-elle sur la bonne voie? Si vous voyez le Fonds monétaire international s'inquiéter d'une situation, croyez pas toujours que c'est parce qu'il y a eu des mauvais gestionnaires, surtout quand la décision est audacieuse du point de vue d'une orientation économique profitable pour le pays en question. Parfois, c'est la France et les pays vassaux, un ensemble de partage des devises. Pensez-vous que la RCA peut se permettre de prendre une telle décision, bien que souveraine, sans consulter certains leaders des 5 pays qui sont avec elle membres de la CEMAC? Non, il faut pas voir aussi la RCA comme un pays qui est totalement assujetti au consensus de la CEMAC. Le mot suggestion, je veux dire la consultation. La RCA a toujours des conseillers qui sont des membres de la CEMAC. Oui. Donc, au moins par ce mécanisme, les présidents de la CEMAC sont au courant de ce qui se faisait. Mais le choix de la RCA est un choix qui est avant-gardiste, qui a été fait avec beaucoup d'audace. Oui. Et nous l'avons salué sur ce plateau. La RCA opérant un choix. Maintenant, il y a la question politique qui se dégage. Parce qu'au niveau de la Banque centrale, si on doit analyser ça comme un réflexe corporatiste, c'est qu'on voit ceux qui gèrent actuellement la BEAC et qui ont été habitués au système de prébande ou bien au système de rémunération des employés qui étaient gracieux au sein de la BEAC. Ils sont un peu inquiets que l'un de leurs employeurs menace de ne plus être dans le club et que ça vole à l'éclat. Oui. Ils se posent des questions sur leur carrière, sur leur perspective d'avenir. Mais maintenant, il y a la sphère politique qui n'est pas à négliger. Comment est constitué le conseil d'administration de la BEAC? C'est 14 membres, 2 membres de tous les pays membres, il y en a 6, et 2 membres représentant la France. Oui. C'est vrai que jusqu'à présent, le contrat, il est arrivé, il a expiré, mais toujours est-il que les partis n'ont pas été notifiés, ou du moins les partis n'ont pas notifié la France de ce que désormais elle ne devait plus avoir des représentants au sein de la BEAC. Donc, si les 2 représentants de la France, mais président, c'est très important parce que contrat, même lorsque le contrat arrive à terme, les deux en fait, c'est justement ça, les deux parties doivent être notifiées. On affiche les numéros pour nos téléspectateurs. Donc, comme écrivent déjà, il veut réagir. Lamine Diop, je vous salue, je vois le signal. Merci de nous faire signe. Vous poursuivez. Donc, les 2 représentants de la France, certainement, et avec la bénédiction de l'Élysée. Et avec droit de veto, il faut bien préciser. Voilà, ils ont certainement initié cela au sein du conseil d'administration parce qu'on parle bien sûr des travaux qui ont été réalisés avec à la demande du gouverneur de la BEAC. Justement, le conseil d'administration peut demander au gouverneur de convoquer une réunion pour des questions, pour en discuter. Donc, le gouverneur de la BEAC a certainement été mis sous pression pour prendre cette décision parce que ce gouverneur lui-même, il est de quelle nationalité? Moi, Gabriel, cette réunion pour satisfaire le conseil d'administration qui, cette fois-là, la France, sachant que au niveau du conseil d'administration, les pays d'Afrique centrale ont une tradition, c'est faire semblant, c'est-à-dire on vient s'asseoir et on laisse la France discuter. Donc, ils ont dit on va prendre l'initiative et on va assumer que celui qui s'oppose à nous le dise clairement en assemblée, nous le prenons comme un ennemi. Il ne faut pas oublier une chose, nous sommes dans un contexte politique particulier, où toute chose est lue non pas sous le prisme de l'Afrique, mais sous le prisme des rapports que l'Afrique a avec la Russie.
Et vous savez que le Cameroun a un accord de coopération militaire avec la Russie, la RCA a un accord de coopération militaire avec la Russie, et que les pays comme le Congo sont en train de lorgner du côté de la Chine, ou bien la Guinée équatoriale sont carrément sortis de l'influence française. D'ailleurs, le président équato-guinéen, quand il s'exprime sur la France, il ne manque pas de fustiger la position des Français. Donc, vous avez une sous-région où carrément 4 pays sur 6 sont désormais en train de s'émanciper du giron français. Et vous n'avez plus que 2 pays qui sont encore, l'un est encore en train de se chercher, et l'autre, lui, il est carrément totalement sous la coupe des Français. Vous avez cette situation, les Français se disent, même avec cette minorité, nous allons essayer d'imposer. C'est ce qui s'est certainement passé. Maintenant, c'est un très bel indicateur. C'est toujours le Tchadien. Ok, le Tchadien. En fait, si c'est le Tchadien, ça devient encore plus clair. Donc, la situation qu'on observe maintenant au niveau de la CEMAC, de la BEAC, si on regarde avec, sous le prisme de l'influence française, ça laisse augurer quelque chose. La France sait que la RCA vient de s'attaquer à un gros morceau du beefsteak. C'est la question du CFA. La France perçoit déjà dans le geste de la RCA, surtout la RCA qu'elle avait appauvri volontairement, le petit poussé de son point de vue, même si géographiquement la RCA c'est au moins 3 fois la France et économiquement la RCA c'est un géant devant la France potentiellement, parce que quand on regarde les ressources naturelles de la RCA, c'est un scandale géologique, et quand on regarde la misère et la pauvreté du sous-sol français, on se demande bien comment le pays le plus pauvre a fait pour coloniser le pays le plus riche. Donc, la France qui considère inconsciente, parce que pour l'instant les Français sont très inconscients, et pour les politiques qui sont très conscients de leur pauvreté, ils se disent, si la RCA sort de la situation, eh bien on va avoir une RCA plus audacieuse, mais puisque c'est le plus petit de la maison qui fait l'acte de rébellion, eh bien, les aînés vont tous se dire, ah ben, si le plus petit a été brillant à ce niveau et qu'il a compris la situation, eh bien, pourquoi ne pas faire comme lui? Donc la RCA est en train de devenir un exemple exemplaire. Nous avons utilisé cette expression, les exemples exemplaires. La RCA devient un exemple exemplaire, exactement comme le Mali l'a été en Afrique de l'Ouest. Oui. Maintenant, la France rentre dans un duel avec la RCA en utilisant la sous-région. C'est ce qui se passe actuellement. Très clairement, c'est une mission commandée de Paris via le gouverneur, qui est un homme certainement qui doit beaucoup à Paris, et qui se retrouve dans une situation actuellement qui est un peu rocambolesque du point de vue des Africains. Très bien. Normalement, la situation en Afrique centrale ne prédispose pas à prendre des sanctions contre la RCA. D'accord. Je vais prendre Jean Sakponou. Il est au bout de fil depuis plusieurs minutes déjà. Il nous appelle des États-Unis. Jean Sakponou, bonsoir, cher ami. Allô, Jean? Jean, est-ce que vous me recevez? Bonsoir Bachir. Je suis écouté. Il n'y a pas le retour. Voilà. On vous Allô, écoute. C'est un peu bas. On vous écoute. Allez-y. Allô. Oui, allô, je suis écouté. Oui, Jean, allez-y, on vous écoute. Ok. Bachir, alors d'abord, d'entrée de jeu, bonne fête à toi. Et bonne fête à tes confrères et aussi bonne fête à tout le peuple musulman. Et nous saluons vos invités. Bonsoir Badakani, bonsoir Jonathan. Bachir, vous voyez le problème de la RCA concernant la monnaie, vraiment c'est un problème très sérieux. C'est que les politiques français ne savent pas, ou bien ils savent très bien le jeu que leur État, le jeu qu'ils jouent envers l'Afrique, la pression et autres. Sinon, ce qui entoure le franc CFA, on le sait. Ce que ça a coûté pour les Africains, commençant par Sylvain Olympio et venir par Gbagbo et ses consorts. La France, les Français sont très conscients que c'est l'Afrique qu'ils doivent dominer. Qui doivent piller
survivre. Ils le disent aujourd'hui clairement, parce que c'est un peu quelque chose à cacher. Ils eux-mêmes le disent. Est-ce que nous, les Africains, est-ce que nous savons que c'est ça l'enjeu? Et alors, quelle coopération pourrons-nous avoir avec ceux-là? Voyez le combat que fait Touadéra autour de ce frère-là pour pouvoir... Il est obligé de continuer de passer d'une autre manière pour s'en sortir. Parce que s'il va directement, on va le tuer comme les autres. Est-ce que dans cet état, Bachir, si tu es un homme de justice, un homme de justice, de droit réel, vas-tu accepter la pression, ce que fait la France en Afrique? Et personne n'en parle. C'est ce que moi, jusque-là, nos élites sont devenues des marionnettes, étaient depuis commençant par Félix Houphouët et ses consorts jusqu'à aujourd'hui. Parce que la France leur promet des choses. Mais là où nous sommes aujourd'hui, je pense que même si les Africains ne veulent pas sortir de ce lien, le Créateur va faire sortir les Africains de ce lien parce que c'est une injustice, ce n'est pas bon. Ça, c'est puissant. Parce que l'injustice amène la guerre. Et les Français nous déclarent la guerre depuis longtemps. Nous sommes en guerre avec la France nous a déclaré la guerre. Administration depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous déclarons la guerre à la France. C'est pourquoi tous nos dirigeants qui sont conscients de cette situation, il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de pitié pour la France. Il n'y a plus à raisonner d'une façon. Parce que pour eux, la politique, c'est de tuer. La diplomatie, c'est de mentir. Et faire de fausses promesses, roubler. Hein? C'est comme ça. Donc, si les gens croient encore à ces choses aujourd'hui, vis-à-vis de la France, il n'y a pas, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est pourquoi nous encourageons le Mali. Le Mali est sur le bon chemin. Ça nous réjouit, Bachir. Ça nous donne la joie de vivre en tant qu'un noir partout où nous sommes sur la terre. Parce que nous, on a besoin du respect, nous aussi. Nous encourageons les Maliens à œuvrer davantage, être vigilants. Nous intercédons pour eux, pour les vrais vaillants combattants de l'Afrique, pour s'en sortir des liens de la France et des États-Unis. Bachir, on ne peut qu'encourager ce que toi tu as fait. Je pense qu'il doit réussir. Et bon aux Africains, que Dieu vous bénisse. Merci très cher Jean-Sac Pono. Depuis les États-Unis d'Amérique, oui, ma chère Marie Poto, le standard est acquis. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, dans Bandakani. Moi, je pense que certainement que la France a intérêt à saboter ce processus. Mais je l'ai dit, la Convention France-CFA est expirée. L'année probatoire, qui était l'année intermédiaire, l'année médiane pour que ça soit complètement expiré, a été consommée. Donc, aucun pays, normalement, les pays de la zone CEMAC ne sont plus régis par la Convention CFA. Ils ne sont plus régis par la Convention CFA, le principe. Mais maintenant, comme ils n'ont pas abandonné le franc CFA, on peut estimer que dans ces pays-là, préfèrent profiter, n'est-ce pas, de l'acquis, n'est-ce pas, en termes de gestion, en termes d'habitude monétaire, en termes d'expérience monétaire, qu'ils ont hérité de la pratique pluridécennale, n'est-ce pas, de cette monnaie. Oui. Et à ce niveau, la Banque centrale a retrouvé un rôle extrêmement central depuis cette période-là, qui fait qu'aujourd'hui, elle est au cœur. Tout à l'heure, Jonathan le disait, la Banque centrale aujourd'hui, au-delà du privilège d'émission, aujourd'hui traite avec toutes les banques du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est au cœur des politiques monétaires de la CEMAC, aujourd'hui, débarrassée du carcan, n'est-ce pas, de l'ancienne puissance coloniale. Donc, on peut estimer que c'est une réaction, j'ai dit corporatiste. Pourquoi? C'est-à-dire que, comme dans une situation de monopole, ça donne beaucoup d'avantages, mon cher Bachir. Il y a beaucoup de privilèges qui sont liés au fait que la BEAC a le monopole de l'émission monétaire en zone CEMAC. Donc, ça donne des avantages. Donc, élargir, c'est-à-dire que l'initiative de la SCA menace ce privilège de manière fondamentale. Donc, on peut estimer qu'il est normal que la BEAC, se sentant menacée dans son privilège, dans son monopole, réagisse, mon cher Bachir. Donc, ils sont menacés dans leur monopole. C'est une affaire de concurrence, hein. On peut dire concurrence, parce que le Bitcoin va venir chambouler les habitudes. Ça va bouleverser les comportements. Est-ce que ça pourrait... Au niveau monétaire, est-ce que la BEAC est préparée à ça? Oui. Oui, c'est ça. Ils sont bousculés. Parce que c'est le plan purement juridique. De quoi est-ce qu'on parle? En faisant voter la loi à l'Assemblée, les Centrafricains ont bien dit, mon cher Bachir,
il n'est pas fait préjudice à l'intégration monétaire. Ils l'ont. Article 1er de la loi. Oui. Sous examen. Il n'est pas fait préjudice à l'intégration monétaire. Maintenant, la BEAC, elle interprète. C'est-à-dire, la BEAC interprète une crypto-monnaie et décide qu'à partir du moment où elle a cours légal et qu'elle peut dénouer les transactions entre les pairs, ça devient une monnaie réelle. C'est ce que la BEAC dit. Mais ce n'est que l'interprétation, parce que la convention de la BEAC n'a jamais parlé de crypto-monnaie. Oui. Il y a un problème. Oui. La crypto-monnaie est un événement nouveau. Bien sûr, c'est quelque chose de nouveau. On ne s'attendait pas à ça. Mais ça veut dire que c'est de bonne guerre que la BEAC se sente un peu bousculée. Non, je veux dire que sur le plan juridique, il y a un problème. Oui. C'est-à-dire que la Centrafrique n'a violé aucune loi de façon fondamentale. C'est la BEAC qui interprète à sa manière. Elle interprète que la crypto-monnaie, n'est-ce pas, à partir du moment où elle devient, elle devient, comment je vais dire ça, c'est-à-dire un actif monétaire, mon cher Bachir, qui va dénouer les transactions entre les pairs. Voici ce que dit le rapport de la BEAC, président Badakani, oui. Que l'adoption de la loi consacrant la crypto-monnaie comme monnaie officielle porte atteinte aux accords de coopération monétaire qui engagent la RCA et contrevient directement aux dispositions communes en matière de régime de l'émission monétaire et de politique monétaire. Alors, une façon claire de dire que la RCA est dans le faux, est dans l'injustice. C'est ça que je dis que c'est une interprétation. Oui. Parce que la Convention monétaire France-CFA n'a jamais traité de la crypto-monnaie. Or, la Centrafrique est en train de traiter de la crypto-monnaie. Ce que je suis en train de dire. Maintenant, c'est la BEAC qui interprète la crypto-monnaie en disant qu'elle n'est plus crypto-monnaie à partir du moment où elle permet de dénouer les transactions entre les pairs. Je comprends très bien. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a un problème d'interprétation à ce niveau. Nous ne voyons pas en quoi la Centrafrique a violé les accords communautaires. On ne voit pas en quoi. C'est la BEAC qui interprète. Et je vous explique pourquoi son comportement est compréhensible. C'est un monopole qui se fait menacer. Bien qu'étant virtuel, la crypto-monnaie est une monnaie. Oui, c'est une monnaie. Alors, les conventions de la BEAC interdisent au pays? Non, vous ne pouvez pas interdire. Vous ne pouvez pas dire que... Vous n'avez pas... Oui. La BEAC n'a jamais traité de la crypto-monnaie dans sa convention. Oui. Elle interprète une décision... Ça veut dire que vous aussi, président Badakani, vous l'interprétez donc à votre manière. Mais la Centrafrique a étudié... Attends. Oui. Bachir Bachir, la Centrafrique est l'un des meilleurs membres de la communauté. Oui. De l'espace communautaire. C'est connu. Donc... Les juristes centrafricains ont certainement étudié, mon cher Bachir. Ce n'est pas de la faute des Centrafricains, c'est une faille dans le dispositif de la Convention. C'est-à-dire, la Convention monétaire n'a jamais, mon cher Bachir, traité de la crypto-monnaie. D'accord, je vous prends 2 minutes et je reviens. J'ai mis Zerfel en attente depuis quelques minutes déjà, depuis l'Allemagne. Bonjour, mon cher ami Zerfel. Allô, Zerfel? Ok, bonsoir Bachir. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Moi, je vais appeler, comment dirais-je, parce que le président Badakani a dit quelque chose tout à l'heure. C'est ça qui m'a poussé même à vous appeler. Sinon, je vais venir sur, comment dirais-je, la Centrafrique après. Parce que, comment dirais-je, un Français qui est dans un pays comme le Cameroun, il n'est pas sur son territoire. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, un ambassadeur va fermer une télévision, c'est qu'il est en complicité avec les autorités de ce pays. Parce qu'un Africain, un ambassadeur africain aujourd'hui ne peut pas fermer France 24, comment dirais-je, en France. Alors si vous êtes là, vous qui êtes là, parce que quand je dis vous qui êtes là, c'est-à-dire que devant vous, monsieur le président Badakani, vous êtes là et on ferme une télévision sur vos yeux. En quel moment vous allez réagir? C'est pas parce que, comment dire, il faut être au pouvoir ou avoir le pouvoir avant de réagir. Demain, vous êtes appelé, peut-être, si Dieu vous donne ce pouvoir, vous pouvez diriger le Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas être là. Ces ministres qui sont là, qui sont en complicité avec cet ambassadeur. Alors, vous allez mettre l'accent sur ça pour qu'on ouvre la télévision. Sinon, vraiment, regardez un peu le Mali. Et quand ils ont fermé France 24 et RFI, est-ce que le ciel est tombé sur leur tête? Jamais.
Alors, vous avez comment dirais-je, notre grand-père qui est là, qui est au pouvoir, il est entouré de ses petits-enfants, et ce sont eux qui retardent encore le développement de la sous-région. Juste une question, puisque le débat ne porte pas sur les fermetures des médias, c'était juste un sujet d'entrée comme ça du président Mandakani. Alors précision que la télévision en question, c'est un média privé, c'est pas un média d'État, c'est le propriétaire qui a bien sûr obéi à cela. Donc ça relève tout simplement des compétences de ce dernier. Nous allons prendre... Est-ce qu'on peut y aller avec Lamine Diop? Parce qu'on ne peut pas fermer cette télévision. Allez, on va revenir. On va revenir, malheureusement. Donc, Président Mandakani, nous étions avec vous. Alors, la teneur de cette loi sur les crypto-monnaies adoptée en République centrafricaine caractérise explicitement cette atteinte aux accords de coopération monétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, je lis le document de la BEAC. Alors, ainsi, disent-ils, à l'article 10, il est prévu que tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées pour l'achat et la vente d'un bien ou service. Eh bien, la BEAC continue en disant que cette disposition, au demeurant sanctionnée pénalement, suivant l'article 19 de la loi consacre sans ambiguïté le cours légal et la prérogative de la BEAC, résultant donc des accords de coopération monétaire. Alors, ils estiment que pénalement, ils peuvent poursuivre... Non. Je vous dis que on est dans le formalisme pur et simple. Il faut le dire sérieusement. Et nous espérons encore, je répète, nous espérons que c'est un réflexe purement corporatiste visant à protéger, parlons comme ça, une légalité. Alors, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous accordez le bénéfice du doute. J'ai dit que Jonathan a soulevé les aspects géopolitiques. Oui. Pour l'instant, j'ai dit que bon, je fais comme si la France n'est pas derrière. Oui. Voilà. Parce que du point de vue de la légalité communautaire, la BEAC est dans son rôle, mon cher Bachir. Mais on peut être dans son rôle, interpréter mal son rôle, mon cher Bachir, ne pas bien comprendre les enjeux du contexte. C'est cela qu'il s'agit. À partir du moment que tu es dans ton rôle, que tu as raison. On peut être dans son rôle en faisant des erreurs. Et moi, je vais donner les arguments. Je vais donner 3 faits. Premièrement, je répète et je dis. C'est parce que la BEAC le dit que c'est vrai. Il n'est pas démontré que la Centrafrique a violé les accords communautaires. C'est la BEAC qui le dit. Mais la BEAC n'est pas jugée partie du contentieux. Vous me suivez? Donc, s'il y a contentieux, on va à la Cour de justice. Vous me comprenez? Alors, la BEAC ne peut pas être membre, jugé par et partie. La hiérarchie, n'est-ce pas, l'organisation de la CEMAC, quand il y a un sujet comme celui-ci, il y a une conférence des chefs d'État, mon cher Bachir, qui, en dernier ressort, peut se prononcer sur cette question. Donc, je dis que la crypto-monnaie ne fait pas partie des conventions communautaires CEMAC, puisqu'on n'a jamais traité de ce type de monnaie dans la convention. Maintenant, cette monnaie est devenue une réalité internationale. Et pas une petite réalité, une réalité massive qui brasse des centaines de milliards, mon cher Bachir, d'argent, d'actifs. C'est une réalité. Est-ce qu'on interdit à un pays de prendre acte d'une réalité internationale qui peut favoriser son développement en se contentant d'interpréter la lettre d'une convention? La question est là. Et c'est un débat sérieux. C'est-à-dire que jusqu'à où la souveraineté de la RCA est mise entre parenthèses par un accord communautaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça dépasse le cadre Alors là, on est sur la balance. Ça dépasse le cadre, il faut faire attention. La souveraineté est non négociable, nous dites-vous. Mais, la BEAC doit faire attention. Il faut aller mollo. Il faut qu'ils aillent vite là. Ils doivent aller mollo. Parce qu'il y a la souveraineté et les accords communautaire, n'est-ce pas, autour de la monnaie. Juste où la RCA, bien qu'étant membre de la CEMAC, reste un pays souverain, qui a des responsabilités à l'égard de ses populations. Elles ont aussi à l'égard de la sous-région, oui, mais d'abord à l'égard de ses populations. Alors, vous avez une réalité économique, une réalité monétaire, qui est mondialement consacrée, mon cher Bachir. Et vous avez une zone qui est en retard
sur l'évolution monétaire dans le monde, qui éprouvait un retard et qui n'a pas compris qu'elle devait anticiper, elle devait prendre acte, n'est-ce pas, du mouvement monétaire dans le monde pour justement favoriser le progrès de la sous-région. Oui. C'est une faute au niveau de la BR. Ce n'est pas une faute juridique, mais c'est une faute de technicité monétaire. C'est une faute. Maintenant, je vais vous montrer, il y a des antécédents. Quand la France, au plus fort des crises économiques ici, en Afrique en général, au niveau communautaire, l'article 7 de la Convention du franc CFA, qui oblige les Français de disposer des devises quand il y a crise, de fournir les devises. La France ne l'a jamais appliqué. Vous avez entendu du Labéac parler? Vous avez entendu du Labéac parler? On parle de quoi? La BR n'a jamais rien dit. Silence total. Et c'est là où les arguments de notre ami Jonathan sont sérieux. Sont sérieux. Il s'agit de deux cas, géométrie variable d'analyse. C'est-à-dire que vous avez un membre de la Convention qu'on appelait la France, qui a des obligations en termes au niveau de la Convention, obligations sérieuses, elle les a violées et a mis en péril, mon cher Bachir, la vie des pays, n'est-ce pas, membres de la Convention. Vous comprenez? Oui. La France a mis en péril parce qu'elle a refusé de pouvoir en devise, ce qui était une obligation contractuelle, Bachir. C'est une obligation, la BR n'a rien dit, la France n'a jamais été sanctionnée. Oui. Deuxième argument. Qu'est-ce qui a fait convoquer le sommet extraordinaire FMI-CEMAC il y a quelques années ici? Vous vous souvenez pourquoi? Le sommet de Yaoundé? Oui, c'est le sommet de Yaoundé. Oui. Mais c'était quoi? C'est que de fait, je dis bien de fait, il y avait une violation des conventions, puisque un pays comme le Cameroun ne reversait pas, pendant des années, n'a pas reversé sa quote-part au niveau du compte d'opération, a privilégié le progrès, le plan du pays, n'est-ce pas, n'a pas reversé ses quote-part. Alors, il y a eu quoi? Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des jurisprudents, il y a des cas, mon cher Bachir, il y a des cas qu'on peut citer. Alors le Cameroun avait mal fait ou avait bien fait? Il avait bien fait, mon cher Bachir. Il avait bien fait. Et quand le FMI est venu ici à l'issue, à ce sommet extraordinaire, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont voulu dévaluer. Le président a dit, niet, vous vous souvenez à l'époque, on ne dévalue pas. Nous allons accepter par responsabilité, parce que nous avons des engagements contractuels, une forme d'ajustement, mais que nous allons piloter nous-mêmes. Mais il n'y a pas de convention ici. Qu'est-ce que je vais démontrer, Bachir? Il ne faut pas que les gens de la BR prennent les gens pour des idiots. Ils sont des techniciens de la monnaie, mais ils ne sont pas des responsables politiques. Ils ne décident pas en dernière instance. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une contradiction majeure que les pays de la CEMAC doivent gérer. Ils sont dans le carcan monétaire hérité du colon, une mauvaise monnaie, une monnaie nazie, une convention nazie, et l'obligation de développer leur pays et de satisfaire les besoins de leur population. C'est une contradiction. Oui. Ce n'est pas réglé par les fanfaronnables techniciens des gens de la BEAC. Ce n'est pas à leur niveau cette affaire. C'est une affaire politique. Et c'est politiquement qu'on a toujours fait avancer. Je vais vous donner deux faits majeurs qui corroborent ce que je suis en train de vous dire, mon cher Bachir. Donc, les gens de la BEAC doivent faire attention. On les appelle à la sagesse pour l'instant. Il ne faut pas se braquer les opinions publiques de la sous-région, mon cher Bachir, parce que tout à l'heure, Jonathan a parlé du contexte géopolitique mondial. Oui. Mais où est-ce qu'on va? Vous croyez que les ajustements que vont nous imposer les développements géopolitiques au niveau du monde vont se faire par les gesticulations des techniciens comme ça? Ça va être des décisions politiques audacieuses. C'est-à-dire des présidents doivent prendre des décisions audacieuses pour qu'enfin on sorte du carcan criminel, n'est-ce pas, de la France. C'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Et qui sait, Bachir, il termine, qui sait? Moi, je ne suis pas sûr, je n'ai pas les preuves, hein. Oui. Je ne suis pas sûr que le président Touadéra s'est levé un matin et s'est engagé dans une telle voie sans avoir consulté ses pairs. Je dis que je n'ai pas les preuves, mais je vois mal le président Touadéra se comporter de la sorte. En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours un grand sens d'écoute et donc votre point de vue peut tenir la route. Avant de revenir vers Jonathan Batenguene, nous avons mis Lamine Diop en attente aussi depuis de nombreuses minutes déjà. Cher Lamine, vous avez la parole. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et d'auditeurs de Foyou ainsi que votre régie technique. Bonsoir à l'ensemble des panélistes participants à cette thématique, M. Bandekani, M. Batenguene. Écoutez, mes chers panélistes, on peut discuter de toutes les modalités du monde sur les stratégies gouvernementales de Bangui. Mais il n'empêche qu'il y a 2 degrés de lecture à propos de la thématique selon moi.
La première chose, c'est que le gouvernement de Touadéra a commis une erreur d'essentiel. Est-ce que, par exemple, le gouvernement de Bangui nous laisse miroiter son manque de courage, de volonté et d'abnégation devant le franc CFA? Ben oui, il s'agit de cela. Donc oui, le gouvernement de Bangui se trompe d'essentiel. Oui, le gouvernement de Bangui a trébuché sur ce coup-ci à pouvoir frapper sa propre monnaie. Or, il ne faut pas se raconter d'histoire. L'essentiel en termes de développement du capital humain et matériel pour la Centrafrique, tout comme les autres États d'Afrique francophone, c'est d'arrimer la conjoncture économique qui est la plus pauvre au monde, sur la conjoncture économique la plus forte au monde, qui est la zone euro, ce qui tue en conséquence toute tentative du fameux transformé local africain. Car mécaniquement, un tel arrimage monétaire rend le franc CFA extrêmement très cher à l'exportation et extrêmement peu cher à l'importation. C'est ainsi. Bon, le deuxième degré de lecture, c'est que le gouvernement de Bangui rentre dans un environnement encore plus toxique et incontrôlable que le CFA l'est. Selon moi, il commet encore une grosse erreur de stratégie limite étrange, car ça ne ressemble pas à M. Touadéra. Le Bitcoin reste une valeur virtuelle décentralisée dont 0,01% des détenteurs contrôlent 27% de la monnaie en circulation, selon une nouvelle étude publiée dans The Wall Street Journal en 2021. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'investissement, vu qu'il s'agit de cela, l'action du gouvernement de Touadéra? En clair, l'étude a montré que les 10 000 premiers comptes Bitcoin détiennent 5 millions de Bitcoins, soit l'équivalent d'environ 230 milliards de dollars. Alors, comme il est estimé qu'environ 27% des Bitcoins en sont détenus par un millier d'utilisateurs, selon plusieurs experts interrogés par l'agence Bloomberg, que l'on appelle des baleines dans les milieux financiers pour décrire des investisseurs encore dominateurs sur un marché donné. Donc, il est fort probable que ces cryptocétacés se connaissent et communiquent entre eux, afin d'influencer le cours du Bitcoin grâce à des opérations concertées. Ce ne serait pas du tout illégal, puisque le Bitcoin n'est pas une action ou une obligation qui sont, elles, soumises à des restrictions. À proprement parler, c'est un investissement toxique, extrêmement dangereux, car pour un État comme la Centrafrique, il y a certainement ses ennemis d'avant et d'aujourd'hui dans ce cercle fermé des cryptocétacés de 0,01%, pouvant ainsi la nuire et la faire perdre ses investissements si le contexte politique et géopolitique le nécessite. Et il est apparu d'ailleurs qu'Elon Musk fait partie de ces cryptocétacés et on sait désormais qui est Elon Musk à travers la crise ukrainienne chez ses impériaux occidentaux. Donc étrange action de Bangui quand même. Belle fin d'émission, à bientôt. Merci. Merci l'ami Diop. J'aime bien ces positions contradictoires. Jonathan Batengene, vous semblez pas d'accord du tout avec l'ami Diop dans cette lecture. Oui, il faut prendre le code monétaire de la France lui-même. Ouais. Article 111, alinéa 1. La monnaie de la France, c'est l'euro. La monnaie de la France, c'est l'euro. Oui. Et pourtant, la France reconnaît les monnaies digitales et reconnaît la monnaie, les actifs digitaux. Quand dit que la monnaie, c'est l'euro, ne veut pas dire qu'un commerçant français ne peut pas accepter d'être payé en Bitcoin. Okay. Et quand l'État français, dans le même code monétaire, a reconnu les actifs digitaux, y compris la monnaie digitale, qui n'est pas émise par la Banque centrale européenne, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, oui, la BCE. Oui. Est-ce que la France a violé les accords cadres de la Banque centrale? La Banque centrale de la BEAC dit que la monnaie émise par elle, c'est le franc CFA. Elle donne la parité, c'est effectivement l'article 19. L'article 20 du même code de la charte de l'organisation dit que la Banque centrale émet la monnaie, en fait, il faut dire c'est la monnaie fiduciaire. Elle dit bien, c'est la monnaie fiduciaire. Ouais. La monnaie scripturale est généralement émise par les États eux-mêmes. Parfois, vous arrivez dans un service, je ne crois pas que pour que une entreprise émette une quantité de monnaie fiduciaire scripturale, elle s'en réfère d'abord à la Banque centrale. Elle s'en réfère d'abord, je crois que ça dépend là du budget. On va regarder maintenant le budget, puis on va émettre les paiements en monnaie scripturale.
Mais ici, on a affaire avec la monnaie digitale, qui a ses mécanismes. La France reconnaît qu'effectivement, on peut payer ses commerçants en monnaie digitale. Et pourtant, la loi dit que la monnaie de la France, c'est l'euro. En quoi la Centrafrique peut être mise devant un tribunal pour avoir reconnu le fait qu'il y a une monnaie digitale, une crypto-monnaie qui peut être utilisée comme moyen de paiement et de transaction. Sans toutefois régner le franc CFA. Sans renier le franc CFA. Vu que dans les faits, et c'est pourquoi il faut comprendre aussi la dynamique du droit. Ceux qui le font, peut-être le font par procéduralisme. Excusez le néologisme. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, voilà une situation qui arrive. La BEAC même, ses statuts ne connaissaient pas la monnaie digitale. Ils ne connaissaient pas de crypto-monnaie. N'étaient pas préparés à cet arrimage. Une nouvelle forme de monnaie arrive. Oui, la BEAC a l'exclusivité de l'émission de la monnaie fiduciaire. Parce qu'elle-même dit monnaie métallique. Et cette monnaie-là, c'est la monnaie fiduciaire pour l'essentiel. La BEAC a l'essentiel de battre la monnaie. Mais est-ce que la Centrafrique a dit qu'elle était en train de battre une monnaie? On ne bat pas de crypto-monnaie. Donc il y a déjà un problème même d'entendement au niveau de ceux qui commencent à s'offusquer au niveau de la BEAC. Soit ils ne comprennent pas ce qu'on appelle une crypto-monnaie, et là ça devient un gros problème. Soit ils sont dans un autre siècle, et là il faut qu'ils se mettent à l'école. La Centrafrique est avant-gardiste. La Centrafrique reconnaît elle reconnaît la crypto-monnaie comme étant également une monnaie qui est utilisée dans son système de paiement et son système de transaction. Oui. Est-ce que la BEAC peut prouver que, en laissant circuler les bitcoins, comme d'ailleurs ça circule dans les autres pays qui n'ont pas écrit ça dans leur texte, le Cameroun le fait, on paye ici en bitcoin. Même si officiellement on ne dit pas que le Cameroun accepte les mécanismes de paiement en bitcoin. Au Cameroun, il y a des mécanismes de paiement en bitcoin. Au Congo, c'est pareil. En quoi est-ce que ce que fait la Centrafrique est extraordinaire ou bien dépasse de manière dangereuse ce que font ces pays-là déjà? Mais la Centrafrique a quand même légalisé et passé quand même à l'Assemblée nationale. On a légiféré. Pourquoi je pose cette question? Légiféré là-dessus. Ça rentre donc dans ce qu'on appelle les dynamiques du droit. Et c'est le premier pays au monde, il faut bien le dire. Non, qui le passe deuxième. À l'unanimité. Le deuxième après le deuxième le Salvador. a passé par le Parlement, mais le premier à avoir l'unanimité dans le monde. Oui, ça c'est parce que le Parlement est avant-gardiste. Oui. Maintenant, restons sur un point. Il y a la dynamique du droit. Oui. Les lois ne sont pas figées. Le droit ne connaissait pas d'une situation aujourd'hui et demain la situation survient. Le droit est d'abord mieux, puis il y a des élus locaux qui vont s'asseoir et vont arrimer le droit à la nouvelle situation. Oui. C'est ce qui se passe en Centrafrique. C'est aussi simple que ça. La BEAC s'alarme sur quelle base? Il n'y a pas, du point de vue de la discussion purement des éléments monétaires, ils sont sur deux terrains différents. Il y a une crypto-monnaie qui est un mécanisme de paiement, c'est une monnaie digitale, et il y a une monnaie fiduciaire qui est effectivement le monopole de la BEAC. La Centrafrique ne s'est pas mise dans le marché de la monnaie fiduciaire. Mais maintenant, la Centrafrique, qu'est-ce qui gêne? L'enjeu est beaucoup plus géopolitique. La France sent que voilà le pays qui est en train de sortir les autres. Il est en train de leur montrer le chemin de la sortie du franc CFA. Et la France se dit, il faut en faire un exemple de dissuasion. Oui. On doit tout faire pour casser la Centrafrique en amont. C'est pourquoi dès maintenant, on passe par la BEAC. Quand les débats vont se poursuivre, vous verrez bien. Les juristes vont bien discuter de ça. La BEAC aura les arguments passés et dépassés. Ils n'auront pas d'arguments contemporains. Les avocats peut-être de la Centrafrique vont surfer sur ces derniers. Pourquoi? Parce que la BEAC n'a pas le monopole de l'émission de la monnaie digitale. Très bien. Déjà que la BEAC elle-même, dans sa réforme,
ne s'est pas réformé dans le sens d'émettre une monnaie digitale. Auquel cas, on aurait dit que, effectivement, là-bas également, elle a l'exclusivité, donc on lui fait confiance, on lui fait concurrence. La Centrafrique, donc si la BEAC n'a pas de monnaie digitale, ne connaît même pas que la monnaie digitale existe, doit rester dans l'ancien logiciel. En fait, c'est même les erreurs que la France commettait avec ces pays-là, c'est-à-dire que longtemps on les entretenait comme étant les pays arriérés et on ne les arrime pas aux nouvelles technologies. Finalement, les textes sont dépassés. Un des pays n'a même pas besoin de dire à la France dégager. Voilà, ils anticipent seulement et ils arrivent. Merci Jonathan. Je reviens à vous, messieurs. On va répondre à une dernière question tout à l'heure. Prénom, alors ils sont alignés, c'est 3 appelants. On va y aller très rapidement et on revient répondre à la dernière question puisque nous arrivons au terme de l'émission. On n'a plus que 8 minutes. Eh bien, Jean Sakpono, on me fait savoir que vous revenez. Alors c'est 30 secondes pour Jean Sakpono et puis on prend les 2 autres. Jean, vous m'écoutez? Alors, ça traîne du côté de Jean Sakpono. On va donc prendre Ken, qui nous appelle du Cameroun. Ken, bonsoir. Bonsoir, frère Bachir Ladan. Bonsoir à tes valeureux invités, Jonathan Batengene et le président Badakani. Merci pour le débat de ce soir. La Centrafrique est sur la bonne voie, non seulement parce que l'idée même de pencher pour la crypto-monnaie et en l'occurrence pour le Bitcoin est une preuve de la volonté d'un pays d'arracher sa souveraineté monétaire. Et de surcroît, c'est une monnaie dont la fiabilité va permettre à la Centrafrique de booster son économie à l'abri de l'influence contre-productive que le franc CFA exerce sur l'économie de ce pays, tout comme sur l'économie des autres pays de la zone CEMAC et CEDEAO qui utilisent cette monnaie nazie. Toutefois, le plus important pour les experts de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général, c'est de travailler sur le projet d'une. Les autorités dirigeantes d'Afrique se doivent en cela de faire la volonté de Muammar Kadhafi. Voilà frère, je m'arrête ici pour ce soir. Je te rends le micro et je reste à l'écoute pour la suite. Merci. Allez, merci très cher Ken depuis le Cameroun. La parole à présent, c'est en Côte d'Ivoire, la plus fidèle de toutes les fidèles, c'est Madame Yao. Bonsoir Madame Yao. Bonsoir Monsieur Bachir, bonsoir Monsieur Bantakani, Monsieur Jonathan, un brillant panéliste, tous des brillants panélistes, tous des brillants panélistes. Bantakani lui il est le maître, mais Jonathan aussi il est très puissant. Bonsoir à tous les autres animateurs standardistes de For You. Monsieur Bachir, je viens de vous prendre en cours. Moi, tout ce que je peux dire, bon, j'ai écouté Dalvaris la dernière fois, je viens d'écouter Badakani et puis M. Jonathan. Bon, il se trouve que c'est une bonne chose, ce que M. Touadéra vient de faire, c'est-à-dire la crypto-monnaie, le bitcoin, je crois. C'est une bonne chose, mais moi, le conseil que je peux donner aux Centrafricains et surtout au président Touadéra, d'aller un peu vite. En tout cas, moi, la dernière fois, je l'avais dit, j'avais dit que mon souhait, c'était qu'il sorte carrément du franc CFA. Bon, on a dit, les gens certains ont dit, oui, c'est le début, c'est déjà un premier pas et tout ça. Bon, donc, moi, je ne m'y connais pas en monnaie et tout ça. Mais avec ce que j'entends par-ci, par-là, par les sachants, je me dis que bon, c'est une bonne chose. C'est déjà un premier bon pas. Mais je demande au président Touadéra d'accélérer et puis d'être maintenant très vigilant parce que la France ne se laissera pas faire. Les Occidentaux ne se laisseront pas faire. Ce sont des démons, des diables qui nous veulent du mal. En plus de ces démons, nous avons aussi des démons endogènes, des Africains sauvages, nuls, idiots, qui sacrifient leurs compatriotes pour eux-mêmes leur ventre. Les Bozizé consorts sont encore là. Donc je demande à comment il s'appelle, au président Touadéra de travailler qu'avec les vrais patriotes dans l'armée. Parce que dans l'armée aussi, s'il n'y a pas de patriotes, ça échoue toujours. Vous avez vu chez nous ici en Côte d'Ivoire, ça a échoué parce que
dans l'armée, il y avait les patriotes comme les Togobe, CKCK, Abéi, Vaba Fossigno et Logué, tout cela, mais certains généraux aussi, vous les avez vus, aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire doit servir de cas d'école à tous ceux qui veulent se libérer de ces maudits-là. Je pèse mes mots, je reprends. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un cas d'école à tous ceux qui veulent avoir leur indépendance vraie. Il faut qu'ils accélèrent. Le président Laurent Gbagbo, il a commencé, Soro Diomola, un autre idiot mauvais, ne l'a pas laissé mettre son programme en place. Sinon, tout ça était prévu petit à petit. La Côte d'Ivoire allait être vraiment indépendante totalement. Mais hélas, encore des endogènes, des mauvais, Soro Diomé consorts, qui nous ont mis dans des problèmes. Et c'est à la dernière minute, le président Laurent Gbagbo voulait battre mon nez, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Donc, tu diras qu'il fasse vite, qu'il fasse ce qu'il a à faire et qu'il soit très vigilant parce que l'Occident, la France, ce sont des pays qui sont maudits, ils sont nés maudits. On a des Africains aussi qui sont maudits, qui ne veulent pas le bien de leurs frères. Donc moi, je dis bravo. Après avoir écouté tous les autres, je dis bravo au président Touadéra, mais j'ai écouté aussi, comment il s'appelle, Aboyi. C'est Aboyi, notre compatriote là. J'oublie son nom, l'économiste là, j'oublie un peu son nom, je l'ai un peu écouté, bon je suis un peu resté sur ma faim, lui ce qu'il a dit, il souhaite que franchement on batte mon nez rapidement, donc je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, je m'arrête là. Félicitations au président Touadéra, aux Centrafricains. Je demande à tous les Centrafricains de se saisir de ça. C'est une opportunité pour que enfin ils profitent du sol et du sous-sol de leur pays. Leur pays est très riche, mais ils ne peuvent pas bénéficier parce que les Occidentaux ne veulent pas. Qu'ils soient tous derrière le président Touadéra pour que enfin, je répète, enfin, ils soient heureux dans leur pays, qu'ils ne se sentent pas obligés de traverser l'eau et d'aller mourir. Au cœur, on y va. Allez, au cœur, Madame Yao. Aujourd'hui, vous avez lancé beaucoup de malédictions aux autres. Merci en tout cas. Et donc, Madame Yao parlait du professeur Nicolas Agbou, l'économiste. Et donc, alors, messieurs, la régie me fait savoir qu'on n'a plus que 2 minutes. Je vais commencer par vous, comme ça, on va finir par le président Bandakani. Alors, en 1 minute, Jonathan Batenguene, est-ce que cette décision de la RCA risque faire éclater la CEMAC? Non, pas faire éclater la CEMAC. Ça va ouvrir simplement un débat sur une question avant-gardiste. Maintenant, c'est que ce qui est derrière, c'est l'enjeu géopolitique. La France sait que c'est le premier pas. Même si la RCA est en train de pointer un élément qui n'était pas déjà pris en compte par la BEAC, ce qui se passe, la France comprend que ce n'est qu'une porte de sortie qui a été trouvée par un pays et qui pourrait être emboîtée par d'autres. Et que ça augure le fait déjà que les pays réfléchissent à la sortie du CFA. C'est ce que la France retient comme information et c'est ce qui est actuellement en jeu dans cette réunion de la BEAC. Merci Jonathan Batenguene. Président Bandakani, la RCA risque-t-elle des sanctions ou même une expulsion dans ce cas? S'il n'y a pas de risque d'explosion de la CEMAC, est-ce qu'elle risque d'être expulsée? Il y a un précédent qui montre la souplesse de la CEMAC. Les accords de partenariat avec l'Union européenne, ce n'est pas tous les pays membres de la CEMAC qui l'ont signé. Les APE, le Cameroun l'a signé, ce n'est pas tous les pays qui l'ont signé. Ça ne va pas faire éclater la CEMAC. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que faut pas confondre les choses. Deuxièmement, tout à l'heure, j'ai écouté Lamine. Il ne faut pas aborder les questions quand on conseille des États. Il ne faut pas que nos humeurs l'emportent sur la raison. Il faut faire attention. C'est-à-dire que les États ont des contraintes que nous, sur les plateaux, on n'a pas. Il faut le savoir. On est sur un plateau, on n'a pas. Donc, il y a des États, dans leur spécificité, ont des contraintes que nous, on n'a pas. La sagesse consiste à savoir articuler nos désirs, nos conseils que nous leur donnons et la prise en compte des contraintes que les États ont. Mais sinon, vous allez vous suicider. Vous n'êtes pas le président de la Centrafrique, c'est toi déjà le président. On va dire que sors du franc CFA, sors du franc CFA. Mais tu vas te pendre un jour. C'est pas comme ça. Il y a des contraintes, il y a des réalités historiques qui pèsent encore, mais le processus est irréversible. L'accord n'a pas été renouvelé. C'est pour ça que je vous ai dit que Bachir, moi je ne parle plus de ça. Oui, vous l'avez dit. Je ne parle plus de ça parce que c'est fini. Le franc CFA, on l'a dit au premier congrès de notre parti que c'est fini, on n'en parle plus. C'est mort. Et c'est mort.
Alors, il faut que les Africains prennent en compte les évolutions géopolitiques dans le monde. Aujourd'hui, quand on regarde la cartographie des fautes des pays africains à l'ONU, dans le cadre du conflit ukrainien-Bachir, on voit les orientations. Il faut que les pays, nous qui sommes les animateurs des débats panafricanistes ici, que nous tenons compte de ça. Regardez les orientations, Bachir. Vous voyez la logique que les pays africains sont en train de prendre. Un pays comme la Russie, que vous prenez la Russie, que vous prenez la Chine, le bloc là, le BRIC là, mais ce sont des pays, comme tout à l'heure Jonathan était en train de le dire, qui investissent à fond la monnaie digitale. À fond là-dedans. Oui. Alors, qui vous dit que le président Touadéra n'est pas en train il appelle ça l'avant-gardisme monétaire. Oui, il ne faut pas exclure ça. Et puis, deuxièmement, la menace soulevé un truc qui est réel, la toxicité, n'est-ce pas, des bitcoins. C'est vrai, mais le franc CFA est toxique. Mais il y a quelle monnaie qui n'est même pas toxique. Hein? La toxicité, n'est-ce pas, des bitcoins est une chose. Mais là, il faut attendre de voir comment la SCA va investir. Va gérer, va s'investir, n'est-ce pas, dans le Bitcoin. Oui. Et ça, nous ne savons pas. Nous ne savons pas la stratégie qu'il y a derrière, mon cher Bachir. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette démarche. Qu'est-ce que la SCA est en train d'harmoniser? Sur quoi est-ce que le pays est en train d'anticiper? Nous ne savons pas. On va voir. Oui. On va voir si l'État va faire les premières émissions Bitcoin, comment est-ce qu'elle va aborder, n'est-ce pas, investir ce marché avant de se prononcer sur la toxicité, n'est-ce pas, que la mine a évoqué. Donc nous sommes, je termine, nous sommes sur un plan purement juridico-politique. Est-ce que la Centrafrique a le droit de le faire? Oui. Très bien. Et ce n'est pas la BA qui va l'empêcher de le faire. Merci, Président Badakani. Est-ce que la Centrafrique a le droit de le faire? Oui. Et ce n'est pas la BA qui va l'empêcher de le faire. C'est ce que vous nous dites ce soir. Merci à Jonathan Batengene et bien sûr à tous ceux qui nous ont suivis ce soir encore. Nous étions donc en train d'échanger sur le Bitcoin dans la zone franc. Est-ce que la Centrafrique est sur la bonne voie? Et bien sûr, à près de 98% des commentaires que nous avons reçus, vous avez dit tout simplement oui et bravo. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain à la même heure pour le même programme. Restez fidèles au programme de Foyo Media.